La première réaction, c'est que ça me semble être un choc politique et psychologique important, parce que c'est une atteinte au dogme de l'irréversibilité de l'histoire. L'idée qu'il y avait un processus continu d'intégration européenne qui pouvait être freiné, connaître des ratés, des difficultés, mais qui jamais ne pouvait être stoppé. C'est-à-dire que l'idée de retour en arrière paraissait impossible. Et aujourd'hui, la preuve est faite que non, qu'un peuple peut décider de sortir de l'Union européenne et de mettre en œuvre ce qui est prévu par les traités. Et c'est un choc, à mon avis, très important qui ouvre une crise. Et cette crise est une opportunité peut-être de dresser enfin une évaluation sereine et objective de l'Union européenne telle qu'elle s'est construite depuis les origines. Il peut y avoir beaucoup de critères. Moi, je vais proposer un critère simple qui est de reprendre les objectifs tels qu'ils étaient définis dans les textes fondateurs. Alors, si on prend le traité de Rome, par exemple, on va remonter vraiment aux origines. Dans le préambule du traité de Rome, les États membres assignent, je cite, pour but essentiel à leurs efforts, l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple. Donc ça, c'est vraiment la finalité de l'UE telle qu'elle est décrite dans le traité de Rome. Et l'article 2 de la version consolidée du traité fixe des grands objectifs que je vais vous citer. Et chacun pourra évaluer lui-même en fonction de ce que je vais dire. Un développement harmonieux et équilibré des activités économiques. Une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. Donc voilà quelques critères qu'on pourrait détailler d'évaluation des résultats de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de critères d'ailleurs qui sont remplis. L'inflation en effet a été jugulée dans la zone euro parce qu'on vit dans un contexte où on cherche à préserver l'épargne d'un continent vieillissant qui veut préserver ses pensions de retraite, bien évidemment. Donc l'inflation, l'Union européenne a réussi sur ce plan-là, mais sur beaucoup d'autres plans, et notamment ce plan de la croissance, de l'emploi, de la qualité de vie, etc. Les peuples voient bien eux-mêmes qu'il y a un certain échec par rapport aux objectifs affichés. Donc on a une promesse d'un côté et une réalisation de la promesse qui, c'est moins qu'on puisse dire, prête à critique. Donc il faut réévaluer tout ça. Alors, je crois qu'il faut se référer à cet esprit fondateur pour comprendre ce qui s'est passé, comment on peut envisager l'avenir. Il y avait un esprit fondateur qui était de commencer par des petites réalisations économiques, c'est ce que disait Schuman, de petits pas concrets. On commençait par le charbon et l'acier, ensuite on a fait le marché commun, etc., l'acte unique, Maastricht, la monnaie unique, etc. Il y avait une optique assez fédéraliste au bout de la perspective. Or, aujourd'hui, nous sommes en panne de ce côté-là, puisque nous sommes en quelque sorte au milieu du gué, notamment parce qu'on a fait l'euro, c'est-à-dire une monnaie commune, qui est aussi une monnaie unique sur la zone euro, du moins. Tous les pays européens de l'Union européenne ne sont pas membres de la zone euro, mais le plus grand nombre. Mais il n'y a pas d'intégration politique qui devrait correspondre en fait à une monnaie unique. Donc on est au milieu du gué et on est ennuyé au milieu du gué. Donc il y a deux possibilités. Soit on revient un petit peu en arrière et on envisage les choses autrement, soit on franchit carrément le gué vers l'option fédéraliste que proposent certains. Mais là on est face à une grosse difficulté, c'est que d'une part les peuples ne semblent pas suivre cette option, elle semble faire peur, elle est rejetée, bien souvent, peut-être pas par tous, mais par un certain nombre, et pas les moindres de ces peuples européens. Et puis toutes les nations non plus ne sont pas forcément partantes pour aller vers davantage d'intégration politique. Et si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, elle sait très bien qu'aller vers le fédéralisme, aller vers un budget européen unique, avec une mutualisation, une solidarité sur tous les aspects économiques, financiers, y compris sur la dette, est quelque chose qui fait peur à l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas envie de se retrouver garant de toutes les dettes de tous les pays européens. Elle a même mis en place des verrous constitutionnels par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour se protéger de cette idée. Donc vous voyez, du côté des peuples et du côté des nations, eh bien, on hésite, et c'est un euphémisme, à aller jusqu'au bout de l'autre côté du gué. Donc on voit bien qu'on est en quelque sorte dans une situation d'impasse et de blocage pour le projet de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça paraît difficile aux dirigeants européens, aux dirigeants des nations européennes et des institutions européennes de sortir de l'impasse, parce qu'ils ont du mal à réfléchir au-delà du cadre de l'Union européenne, qui est une structure, une institution. Or, je crois qu'il faut distinguer l'Union européenne, institution, superstructure, et l'Europe. On dit toujours l'Europe, mais il y a l'Union européenne, mais il y a l'Europe qui est un continent civilisation.
hein, qui préexiste bien évidemment à l'Union européenne. Donc cette Europe, continent, civilisation. Je pense qu'il faut bien distinguer les choses et refonder sur quelques principes de réalité et réfléchir à partir de quelques principes de réalité. Je pense que le principe de réalité numéro 1, c'est qu'il y a incontestablement une communauté de destin entre les pays européens sur un espace historique, géographique, qui existe depuis longtemps. Ça me paraît incontestable. On partage une culture, etc. Bon. Cependant, principe de réalité numéro 2, il n'y a pas non plus de peuple européen. Il y a un peuple français, il y a un peuple anglais, etc., mais il n'y a pas de peuple européen. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui habite une région riche de France, sur la côte d'Azur, d'une certaine manière, accepte de payer pour celui qui est dans la Creuse ou en Ardèche, parce qu'il se sent appartenir à un même peuple. Or, aujourd'hui, qu'un Allemand ou un Français accepte de payer pour un Grec, ça paraît beaucoup plus difficile, puisqu'il faut se sentir un peuple pour être dans ce principe de solidarité. Principe de réalité numéro 3, il y a cette civilisation européenne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de peuple européen qu'il n'y a pas de civilisation européenne. Et cette civilisation européenne, elle a des racines, et elle doit se réappuyer dessus. La Grèce, les philosophes, Rome, le christianisme. Et ces trois, ce trépied des racines de l'Europe porte une vision de l'homme, une vision de la politique et une vision universelle. Il y a un universalisme européen qui est constitutif de la personnalité européenne. Donc, à mon avis, ce sont des principes sur lesquels il faut refonder. Le pape François est allé à Strasbourg, il a appelé à refonder à partir de ce qu'est l'Europe, non pas comme institution, mais comme histoire, comme continent, comme civilisation. Il a cité l'exemple de la fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, notamment, c'est-à-dire ce lien entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, on a une panne métaphysique, une panne de transcendance, il n'y a plus de métaphysique politique. C'est difficile d'avoir une vision sans métaphysique politique. Donc il peut y avoir, à mon avis, des pistes de refondation, mais qui sont lentes, mais auxquelles il faut réfléchir, il faut remettre l'ouvrage sur le métier d'une manière plus profonde, à mon avis. La question de civilisation, le sursaut culturel de l'Europe, qui me paraît essentiel. Se souvenir de qui nous sommes, de ce qu'est notre culture, de ce que nous pouvons apporter au monde, toujours dans cette conception universelle, me paraît important. Aujourd'hui, il y a une rupture de transmission sur l'héritage culturel et civilisationnel de l'Europe, parce qu'on est sur un prisme uniquement économique. Donc, civilisation et culture. Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est le sursaut démographique. Nous sommes un continent vieillissant. Un continent vieillissant, une nation vieillissante, un peuple vieillissant. De toute manière, arrive à un moment une crise culturelle, une crise de dynamisme. On ne peut pas fonder une vision à 20, 30, 50 ans, à plusieurs générations, quand on est des pays de vieux, d'une certaine manière. Hein. Donc ça, il faut un sursaut démographique, ça me paraît évident. Ensuite, il faut une vision politique. Mais pour avoir une vision politique, il faut se donner les moyens de refaire du politique. Il faut refonder le politique. Il ne s'agit pas de refonder la capacité politique de l'Union européenne comme institution, mais si l'on commençait déjà par refonder le politique des nations européennes, sachant que la nation demeure, et c'est la leçon de l'histoire, l'échelon politique cohérent et accessible. Donc là, revenir au principe de réalité. Pour refonder le politique, évidemment, il faut sortir d'un certain nombre de dépendances, et notamment la dépendance vis-à-vis de la finance. Aujourd'hui, on a une monnaie qui est entre les mains de la finance. Il n'y a pas de politique sans monnaie. Et aujourd'hui, on a une monnaie sans politique. On a abandonné la monnaie à autre chose que le politique, avec une banque centrale indépendante, selon le modèle anglo-saxon. Mais cette banque centrale, elle n'est pas indépendante. Elle est indépendante du politique, mais elle est dépendante de qui? Des marchés, des puissances financières. Et quand vous êtes les mains liées sur le plan de la monnaie que vous pouvez émettre, déjà, vous ne pouvez pas faire de politique. Donc, regagner ces indépendances vis-à-vis des marchés, parce qu'aujourd'hui, c'est la dictature des marchés, la dictature de l'argent. Ensuite, je crois que, compte tenu du rôle universel et majeur de l'Europe dans l'histoire du monde, son influence sur l'histoire du monde, l'Europe ne peut plus accepter d'être arrimée à cet axe euro-atlantique. Elle ne peut plus accepter de ne plus être une puissance. Plusieurs nations qui s'allient, qui sont ensemble dans des pactes de défense, de coopération, etc.,
peuvent avoir un poids sans avoir forcément besoin d'une superstructure politique d'ailleurs. Hein. Mais on ne peut plus accepter d'être arrimé à l'axe américain, à l'axe anglo-saxon, financier, etc. Donc il faut retrouver notre propre indépendance. Et je crois que la France, dans tout ça, a un rôle majeur à jouer. La France, c'est un pays majeur en Europe, et elle doit assurer un leadership. Elle a cette capacité à réorienter l'Europe, de sortir de cette vision à l'anglo-saxonne d'une certaine manière, ça tombe bien, il y a Brexit, pour redonner un souffle au projet européen. Mais c'est-à-dire que la France doit se redonner un souffle à elle-même pour commencer, à commencer par le niveau culturel et politique.